l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Ravi de vous retrouver sur les antennes de la RTS2 pour ce nouveau numéro de votre magazine Midi Actu. Voici le sommaire du jour. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Et comme tous les lundis, bien sûr, il est l'invité dans Midi Actu. Mame Cheikh Diagne, bonjour. Bonjour Léna. Bienvenue encore une fois. Et notre reportage société de ce jour nous amène dans le Fogny. La localité a reçu la visite de l'ambassadeur de l'Espagne au programme des activités agricoles, entre autres. Un reportage signé Kaltoum Gueye. Dans ce centre de formation, l'agriculture est au cœur des activités. Venu inaugurer l'infrastructure, le ministre de l'Agriculture et l'ambassadeur d'Espagne au Sénégal n'ont pas manqué de mettre la main à la pâte. Ici, les femmes de Dioula-Colon, dans la région de Kolda, cultivent mais aussi transforment les produits locaux. Un centre installé par l'ONG espagnole AIDA qui a changé la vie de ces populations. Alimentation de notre façon de vivre, mais également nous gagnons de l'argent pour pouvoir prendre en charge d'autres préoccupations sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation. Dans une autre région, à Ziguinchor, une autre localité, mais la même activité, à Kabyline Caribou, elles sont plus de 150 femmes à exploiter ce bloc maraîcher. Le programme Karongen, exécuté par l'ONG Manos Unidas, a permis à ces dames de multiplier par 5 les revenus de leur foyer grâce à l'agriculture. Ce que nous produisons ici, les rendements que nous sommes, les recettes, c'est ça qu'on prend pour faire la scolarité de nos enfants, les fournitures, inscriptions. Vraiment, nous sommes très fiers. Et aussi la cuisine. Parce que beaucoup de spéculations, on les cuisine, on les consomme avec nos maris et nos enfants. En plus, elles ont réinvesti les bénéfices. C'est avec l'argent du bloc maraîcher qu'elles ont construit le poulailler. Et avec l'argent du poulailler et du jardin, elles ont également construit l'unité de transformation à côté. Donc elles trouvent beaucoup d'intérêt avec les activités qu'elles sont en train de mener. Et pourtant, quelques problèmes demeurent, notamment l'eau et la surface cultivable, des préoccupations que le directeur général de l'ANIDA compte solutionner. Le premier engagement que nous avons pris, c'est que ANIDA, au nom de l'État du Sénégal, va réaliser dans les meilleurs délais un deuxième puits qui va permettre donc d'améliorer la disponibilité de l'eau et probablement même d'élargir la superficie qui est ainsi aménagée et mise en valeur. L'amélioration des conditions de vie de ces populations est une réalité, mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres impacts. Il y a un impact sur la qualité de vie des personnes, un impact sur la vie des enfants au sein de chaque famille. Et ce sont peut-être une partie des préalables qu'il faut faire face pour vraiment avoir du développement, une paix durable dans cette région de Fogny. À Dioula-Colon comme à Kabyline Caribou, ce sont des modèles réussis qui sont instaurés. Des modèles que l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole ANEDA veut démultiplier un peu partout dans le pays. Kaltoum Gueye, Mame Cheikh, vous avez souligné un point intéressant en tout cas. Vous avez dit qu'on ne voit que les femmes sur les champs. Donc, est-ce à dire que les activités agricoles ne sont gérées que par la gente féminine? Bon, pas forcément, mais quand même c'est quelque chose de très original que l'on retrouve dans cette zone du sud du pays. Mais je trouve quand même l'initiative du ministre et de l'ambassadeur de l'Espagne au Sénégal très intéressante. Parce qu'ils sont en train de mettre l'accent un peu sur la question de l'entrepreneuriat féminin.
on en parle, ces populations sont dans des bleds très reculés, donc ils n'ont souvent pas assez d'informations sur la façon dont on peut les aider, les financer, etc. Donc s'ils vont sur place, je trouve vraiment que c'est quelque chose d'intéressant. Tout à fait. Et nous passons à la suite de Midi Actu avec la chronique communication du jour. Aujourd'hui, dans la chronique communication, nous parlons de la communication événementielle, véritable outil utilisé par les entreprises et institutions. Elle est souvent confiée à des agences événementielles. Voici d'ailleurs Mamsala Djordien qui nous parle de ce concept. La communication événementielle, c'est aussi un autre pan de la communication commerciale de manière globale. Aujourd'hui, elle est depuis en fait une décennie, la communication événementielle, n'est-ce pas, donc, est devenue une réalité au Sénégal avec la floraison de beaucoup d'agences événementielles. Il faut savoir que la communication classique pour beaucoup d'entreprises n'a plus d'impact parce que les cibles que nous sommes très mobiles aujourd'hui. On n'a plus la contrainte, n'est-ce pas, donc, de rester à certaines heures devant le poste de téléviseur pour regarder, n'est-ce pas, donc, ici, les spots publicitaires grâce à Internet. Face à ce changement de paradigme à tous les niveaux, aujourd'hui, la communication donc événementielle est très utile. Les entreprises ont compris qu'elles investissent beaucoup d'argent pour faire des spots publicitaires, pour faire de la communication média, mais qui n'a aucun impact sur la cible. Maintenant, il faut changer. C'est dans ce sens-là que les hommes et les femmes de communication ont imaginé ce concept qu'on appelle la communication événementielle. On va, à travers un événement culturel, soit sportif ou religieux, l'utiliser comme un support de communication pour promouvoir un produit ou bien une image. C'est tout le sens quand même de l'engagement des marques, des grandes marques et des grandes entreprises chez nous lors de grandes cérémonies religieuses comme le Magal, le Gamou ou bien Popenguet. Alors, Mme Cher, voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la chronique communication. La communication événementielle, il me semble, d'après en tout cas ce qu'a dit le formateur en communication, Mamsala Djordien, que de plus en plus on privilégie la communication hors médias pour faire cette communication événementielle. Effectivement, parce que la particularité relève dans un élément qu'il a eu à citer, c'est qu'on ne peut plus continuer à communiquer de la façon la plus classique qui soit. Il faut qu'on essaye d'innover et pour cela, l'organisation d'événements peut parfois servir. Le premier avantage déjà, ceux qui sont des professionnels dans le domaine, ils assimilent parfois la communication événementielle comme une poignée de main. C'est pour faire référence à l'interaction parce qu'on est en contact directement avec la cible que l'on a. Dans le cadre d'un événement, on est proche. C'est différent d'une publicité par exemple à la télé, de l'affichage, etc. Il n'y a pas forcément cette interaction, ce contact direct avec la cible. Le second avantage, c'est que les entreprises sont dans une nouvelle dynamique. Une dynamique qui met en avant à la fois la pluralité et la mobilité. Donc la mobilité, je pense que M. Dien l'a cité, le fait qu'ils sont obligés de sortir de leur cocon pour aller vers le public, vers la cible, etc. Et là, l'événementiel est une technique très, très intéressante pour ça. Le second aspect qui est lié à la pluralité, c'est le fait que dans l'événementiel, on touche à un peu de tout. Voilà, on use de supports du point de vue digital, on conçoit quelques supports publicitaires, on fait parfois même appel aux médias, donc ce n'est pas tout le temps forcément hors médias, juste pour avoir un coup de projecteur médiatique au moment du déroulement de l'événement. Donc c'est ce qui fait sa différence comparé à la communication classique qu'on avait connue jusque-là. Parce qu'on voit que de moins en moins, on a recours à une personne interne à l'entreprise puisqu'on fait souvent appel donc, à des agences événementielles pour un peu promouvoir un événement, que ce soit pour une institution ou pour une entreprise. Et donc on voit la floraison de ces agences événementielles. Effectivement, on a souvent un chargé de projet événementiel. Parfois, certains font appel à un consultant, quelqu'un qui s'y connaît, qui a pas mal d'expérience dans le domaine. Mais parfois, la complexité se trouve dans le choix de la personne qui doit gérer l'événement. Il faut forcément que ce soit un vrai manager, un vrai leader au vrai sens du terme. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui doit coordonner toute une équipe. Et c'est extrêmement difficile. Moi, ce que je conseille souvent, c'est un concept qui est utilisé en management, qui peut servir dans le cadre de l'événementiel. C'est ce qu'on appelle plat ordi coco. Plat comme planifié, parce qu'il faut planifier toutes les tâches à faire pour l'événement, or comme ordonné, parce qu'une fois qu'on les planifie, il faut hiérarchiser en fonction des priorités, dit comme dirigé parce qu'il y a toute une équipe qu'on dirige,
comme contrôler, parce qu'il faut contrôler à chaque fois l'étape à laquelle se trouve le travail à faire. Il faut vérifier si tout est fait. Et les derniers comme coacher, donc coacher au sens managérial du terme, parce qu'il y a souvent beaucoup de pression, beaucoup de stress avant, pendant et parfois même après l'événement, vu les appréciations, pour faire etc. le feedback et tout. Donc il faut quelqu'un qui soit vraiment pertinent dans ce domaine pour pouvoir tout gérer dans l'ensemble. On a parlé donc des technologies de l'information et de la communication pour un peu promouvoir cette communication hors média pour un événement. Mais est-ce que là, ça permet forcément de pouvoir se différencier des concurrents? Bien sûr, ça peut servir parce que maintenant, avec la technologie, il y a beaucoup d'outils qui peuvent servir. Certains événements sont par exemple diffusés en direct sur Facebook ou sur YouTube. Même avec un compte Facebook, il est possible de créer l'événement, de mettre la date, d'inviter des personnes, etc. Ça peut permettre de faire la différence, mais ce qui permet surtout de se différencier des autres, c'est surtout le fait de relever un défi. C'est ce qu'on appelle le brand design, c'est-à-dire le fait de designer, donc de concevoir un concept événementiel qui va de pair avec l'image de l'entreprise. D'accord. Quand on initie quelque chose qui est en déphasage avec la culture professionnelle ou l'image de son entreprise en tant que telle, c'est là que l'événement peut faire défaut et on risque de passer complètement à côté. D'accord. Est-ce qu'on peut tout de suite donc citer quelques stratégies qui sont utilisées pour la communication événementielle? Je sais qu'il y a souvent la caravane qu'on utilise ou quoi, l'affichage aussi, ça compte. Est-ce qu'on peut encore en citer d'autres? Oui, il y a les roadshows, il y a l'affichage qui peut parfois servir. Il y a les salons professionnels, il y a les dîners d'entreprise, les déjeuners d'entreprise, etc. Donc, il y a autant de types d'événements. L'essentiel, c'est de savoir, de connaître parfaitement la cible à laquelle on a affaire. Parce que je pense que c'est parfois mieux de réunir 300 personnes pour un événement qu'on réussit. L'essentiel, c'est que ces 300 constituent sa cible principale, plutôt que de réunir des milliers de personnes sans pour autant que l'on atteigne son objectif. Donc, c'est quelque chose de vraiment fondamental. L'autre chose aussi, c'est que le choix du type d'événement dépend de l'objectif que l'on se fixe. Parce qu'organiser un événement, c'est d'abord avoir un objectif à la fois spécifique et mesurable, c'est-à-dire qu'il faut mesurer le temps et aussi le budget que l'on a. Parfois, on conseille même de rajouter 5% de plus aux charges parce qu'il y a toujours des imprévus. Donc, on peut passer du flash mob, les mobilisations flash qui ne coûtent presque rien, à une petite entreprise ou une marque qui vient de démarrer, à un dîner de gala, un dîner d'entreprise, une caravane, etc. Tout à fait. Merci beaucoup, Mame Cheikh. Merci, donc, Léna. on se donne rendez-vous lundi prochain. Voilà, on se retrouve lundi prochain. Puisque donc vous allez céder la place à un autre invité et ce sera juste après ceci. Des journalistes de la RTS ont brillé parmi leurs pairs ce samedi à l'occasion de la 9e édition de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Abdoulaye Sinkaré, Kaltoum Gueye, respectivement 1er et 3e prix, donc télé, et aussi le stagiaire Eliman Ndaw, 1er prix presse en ligne. Et à ce propos d'ailleurs, nous avons avec nous donc notre confrère de RTS Tamba qui vous montre son trophée. Abdoulaye Sinkaré, bienvenue. Merci Léna. Félicitations, 1er prix reportage télé. Merci et puis félicitations à vous également pour le travail énorme que vous êtes en train d'abattre au niveau de la chaîne 2. Donc c'est une victoire pour toute la RTS, hein? Bien sûr, c'est une victoire pour toute la RTS, d'autant plus que, comme vous le savez, hein, le reportage télé, ce n'est pas une seule personne. Il y a le journalisme, mais également il y a toute l'équipe technique qui est derrière. Je pense que pour moi, c'est l'occasion de remercier cette équipe technique-là qui est vraiment allée au fin fond des choses, au fin fond du Sénégal, pour m'aider à avoir ce produit-là. D'accord. Donc, vous avez gagné le 1er prix. Certainement que votre reportage a été poignant. Quel a été le sujet que vous avez traité? Nous avons travaillé sur l'orpaillage à Kédougou, c'est-à-dire l'exploitation artisanale de l'or, et plus précisément à Kharakhena. C'est une localité qui se situe dans le département de Saraya, à quelques encablures de la frontière avec le Mali. C'est l'un des plus grands sites d'orpaillage de Kédougou. Nous avons travaillé sur ce site et puis nous avons choisi d'axer un peu le document sur l'aspect
désordre, si je peux me permettre le terme, qui règne un peu autour de cette activité artisanale de l'or. Il y a vraiment de l'insécurité, il y a une forte utilisation des produits chimiques, des produits très dangereux pour la santé de l'homme, mais également pour l'environnement. Une fois sur place, ce qui vous frappe en premier, c'est la forte dégradation de l'environnement. Donc nous avons un peu choisi d'axer le document sur ça, d'autant plus qu'il y a 4 ans de cela, l'État a pris des mesures pour un peu essayer de mettre fin à un peu ce désordre-là qui entoure l'orpaillage dans la région. Quels ont été donc les points forts dans le traitement de votre reportage, c'est-à-dire de l'attaque jusqu'à la chute? Quels ont été les points forts? Ok, dans un premier temps, nous avons essayé d'avoir une approche de portrait, c'est-à-dire montrer ce que c'est. Et le portrait qui est revenu à la 9e édition? Non, ce n'est pas un portrait en tant que tel. Le document, c'est un reportage qui, par moment, bascule dans l'enquête. Tout à fait. Mais dans la première partie du document, il y a une approche de portrait, c'est-à-dire montrer vraiment ce que c'est l'activité d'orpaillage, comment elle se fait sur le terrain, qui sont les gens qui sont en train de le faire. Vraiment des jeunes qui viennent d'un peu partout de la sous-région. Hein. Si je vous dis, sur ces sites d'orpaillage, parfois il y a plus d'étrangers que de Sénégalais. D'accord. Des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens. J'ai même vu des Cap-Verdiens qui viennent, qui sont à la recherche de l'or. Un travail très difficile et très risqué, parce qu'ils creusent des puits qui parfois vont jusqu'à plus de 50 mètres, alors que la réglementation permet des puits de seulement 15 mètres. D'accord. Parce que c'est un travail artisanal. Mais quand même, ils ne respectent pas toujours cette réglementation. Les puits vont parfois jusqu'à 50 mètres. Ils creusent jusqu'à avoir de l'eau. C'est comme qu'ils creusent un puits. Tout à fait. Et vous voyez, donc c'est une activité qui comporte beaucoup de risques sans compter l'utilisation des produits chimiques, notamment le cyanure et le mercure. Très dangereux. Très dangereux, des produits très dangereux. Il y a l'utilisation des produits chimiques donc, qui vient un peu montrer la dangerosité, le risque qu'il y a dans ce travail-là. Et ces produits également sont très nocifs pour l'environnement. Nous avons eu l'occasion de voir des gens qui prenaient ces produits comme c'est prohibé. Parfois, pour se cacher, ils vont même dans la brousse pour creuser des trous pour cacher des bidons de produits chimiques. Vous voyez ce que ça fait. Donc, c'est totalement nocif pour l'environnement. Tout à fait. Ensuite, nous avons un peu abordé l'aspect réglementation, parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a 4 ans de cela, l'État a pris un arrêté portant réglementation de l'activité d'orpaillage, un peu pour essayer de juguler cette forte dégradation de l'environnement qui est en train de se développer à Kédougou depuis pas mal de temps maintenant, mais également régler le problème de la sécurité. Parce que l'activité d'orpaillage est entourée d'une forte insécurité. Régler en même temps le problème de la sécurité, mais également formaliser, parce que c'est des jeunes qui sont là, qui travaillent, qui peuvent vivre de ça, mais dignement et également de manière propre. Et puis aussi, nous avons montré un aspect, c'est-à-dire, malgré cette présence de l'or à Kédougou, nos artisans, c'est-à-dire nos bijoutiers, généralement, ils disent qu'ils ne voient pas cet or de Kédougou-là. D'accord. Nous avons essayé de mettre un peu l'accent sur ça, avec des comptoirs qui sont en train de s'installer, timidement quand même, mais quand même qui sont là pour permettre quand même à nos artisans locaux de pouvoir disposer de ces ressources nationales. D'accord. Alors rapidement, Sinkare, qu'est-ce que ça vous a fait en tant que journaliste d'être sacré premier prix donc télé? C'est une grande satisfaction, d'autant que le travail a été très difficile. Nous avons été dans une zone où rien que l'accès, c'est vraiment la croix et la bannière, mais également une fois sur le terrain, l'approche avec les acteurs, c'est pas évident du tout. Et puis, pour la plupart, c'est des gens même qui maîtrisent que les langues locales.
Donc, mais bon, par la grâce de Dieu, nous avons pu nous en sortir. Donc, c'est une grande fierté aujourd'hui de pouvoir décrocher ce prix-là. Mais je pense que c'est tout à l'honneur de la RTS. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de l'équipe technique qui m'a accompagné, mais également de toute la RTS, avec à sa tête le directeur général, M. Racine Talla, qui est en train de tout faire pour vraiment mettre les gens dans les conditions, donner les moyens pour que les gens puissent disposer de production de qualité, mais également avec l'approche nouvelle des télévisions régionales que dirige Omar Ba. Je pense que c'est vraiment un nouvel envol de la télévision au sein de la RTS. À partir d'aujourd'hui, nous attendrons chaque semaine un reportage de votre part. En tout cas, vous l'avez dit dans Midi Actu. On vous le promet. Hein. Très bien. Encore félicitations, Abdoulaye Sinkare. Vous restez avec moi pour la dernière partie de Midi Actu, juste après ceci. Sécurité de ce jour, nous nous intéressons aux bâtiments menaçant ruine, un véritable danger public. D'ailleurs, la sous-préfecture de Dakar mène une lutte acharnée pour interdire l'occupation de ces lieux. Suivons les explications un peu du sous-préfet de Dakar, M. Djibi Diallo, un extrait de l'entrevue qu'il nous a accordé. La sécurité est très vaste. Au-delà de cette occupation anarchique, il y a les bâtiments menaçant ruine. Vous connaissez que le plateau, la Médina, Fasco, Gueule Tapée et consorts, ce sont les premiers quartiers de Dakar. Tous les bâtiments que vous voyez ici, pendant leur conception, il n'était pas prévu des immeubles. Aujourd'hui, tous les bâtiments sont devenus des immeubles. Et ils ont opéré des modifications. Vous voyez des maisons très bien carrées, mais qui ne tiennent pas. La commission sur la protection civile, la direction de la protection civile fait énormément de sorties, dresse des rapports. Mais aujourd'hui, c'est la démolition de ces bâtiments-là qui pose problème. C'est extrêmement coûteux. Et les communes ne sont pas nanties pour faire face à ce fléau-là. Et ce qu'il faut reconnaître à ce niveau-là, il y a deux personnes qui sont responsables. Il y a les bailleurs, pour des questions d'argent, sont prêts à mettre leurs compatriotes dans l'insécurité. Il y a des pères de famille, pour des soucis économiques, sont prêts à mettre la vie de leur progéniture en danger pour des questions économiques. Voilà les deux personnes que nous rencontrons en général. L'État, par rapport à mes missions de sécurisation, n'est-ce pas, des services publics, de sécurité publique, à chaque fois que j'ai cette situation, la première chose que nous faisons, c'est d'encourager les populations à quitter ces bâtiments menaçant ruine. Qui méritent d'être traités, n'est-ce pas, les bâtiments menaçant ruine? Absolument, parce qu'on voit de plus en plus qu'au niveau de Dakar, c'est devenu un danger public. Hein. Vraiment, c'est ces bâtiments qui menacent ruine. Et parfois, le drame n'est pas loin. Mais je pense que c'est vraiment le moment que l'État prenne à bras-le-corps cette problématique-là. Et puis aussi, voir les propriétaires pour que les inciter quand même, pour que les gens aient de plus en plus l'habitude de faire les contrôles qu'il faut à la base. Parce que je pense que c'est très important. Il y a des bâtiments qui menacent ruine du fait du poids de l'âge, mais ce qui est dommage, c'est que souvent, c'est des bâtiments qui ne sont pas vieux du tout. Exact. Donc, il y a des efforts à faire, beaucoup d'efforts, pour ce qui est des contrôles préalables avant de construire. Exactement. Donc, en bref, retenez que le Conseil constitutionnel a donné ce dimanche la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 24 février prochain. Donc, les 5 candidats sont Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Issa Sall et Maître Madi Kenya, toujours dans l'actualité. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, et son homologue gambien, Adama Barrow, voilà, donc, vont procéder ce lundi 21 janvier à l'inauguration du pont Farafenni reliant donc le Sénégal et la Gambie. Merci beaucoup donc Abdoulaye Sinkare. Merci Léna. Et nous attendons vivement vos reportages dans Midi Actu. Inch'Allah, on n'y manquera pas. Voilà, merci beaucoup à vous aussi mesdames et messieurs d'avoir suivi Midi Actu. Nous revenons demain à partir de 12 h sur la RTS2. La RTS2 que vous pouvez désormais suivre sur le bouquet canal, la chaîne 215 et toujours Canal 5 TNT. Rendez-vous donc demain à partir de 12 h. On se quitte comme tous les jours avec la météo du jour. Au revoir.
Nationale, le nombre des députés